Je me présente très rapidement et puis je laisserai les trois personnes qui ont gentiment accepté de témoigner aujourd'hui sur les approches sectorielles de décarbonation collective. On est vraiment très content chez Samy de parler d'approches collectives, sectorielles pour faire avancer la décarbonation. Donc je m'appelle Tanguy Robert, je suis cofondateur et directeur général de Samy. Samy, on est une plateforme pour aider les entreprises à mesurer et piloter leur empreinte carbone et leur reporting ESG. Et on essaye de justement faire avancer la décarbonation dans certains secteurs avec l'aide de personnes formidables qui, au sein de ces secteurs, sont justement en charge de ces sujets. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à nos trois invités. Et je les laisserai se présenter et ensuite un petit peu présenter justement la démarche de décarbonation engagée dans les trois secteurs qu'elle représente, à savoir le football, donc dans le sport, la grande distribution et la presse. Voilà, donc je vais vous passer la parole tour à tour dans l'idée de comprendre un petit peu déjà pourquoi on met en place une démarche collective de décarbonation dans un secteur, pourquoi vous l'avez fait, comment vous l'avez fait, voilà, avec un petit peu quels incentives, avec quelle peut-être collaboration avec d'autres secteurs connexes, d'autres fédérations, et surtout qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez finalement mis en commun. Est-ce que c'est de la méthodologie? Est-ce que c'est éventuellement des solutions techniques de décarbonation, de réduction? Est-ce que c'est plutôt des trajectoires communes? Voilà, finalement, quand on parle de démarche collective, on peut mettre en commun beaucoup de choses, mais donc on sera très curieux de comprendre qu'est-ce que vous avez voulu mettre en commun. Est-ce que c'est de la donnée? Et donc, je commence par vous, Christine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la démarche aujourd'hui initiée au sein de la grande distribution et du commerce via Perifem? Et peut-être avant ça, justement, nous indiquer quel est votre rôle au sein de Perifem. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui. Donc je suis Christine Bourge, je suis la responsable environnement de Perifem. Alors Perifem, c'est la fédération technique de la grande distribution. On existe depuis 45 ans à peu près, et on regroupe en notre sein une cinquantaine d'enseignes de la grande distribution alimentaire, non alimentaire, que vous connaissez toutes et tous dans votre vie quotidienne, mais aussi des apporteurs de solutions, à peu près 270 entreprises qui sont adhérentes de Perifem et qui viennent apporter des solutions techniques et technologiques à la grande distribution. Et donc nous, chez Perifem, on adresse les problématiques liées à la sûreté-sécurité sur les points de vente, aux questions d'efficacité énergétique et aussi à toutes les questions environnementales dont moi je m'occupe, qui sont nombreuses. Et on retrouve parmi ces préoccupations, évidemment, le sujet de la décarbonation. Et donc, au sujet de la décarbonation, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, on a mis en place une initiative qui s'appelle LESS, pour Low Emission Sustainable Sourcing, en collaboration, et on rentre aussi dans le sujet de la collaboration tout de suite, avec une autre fédération qui s'appelle la FCD, c'est la Fédération du commerce et de la distribution. Et ensemble, nos deux fédérations avons initié cette initiative, cette démarche qui vise à organiser la coopération entre les acteurs de la grande distribution, les enseignes, et leurs fournisseurs, puisqu'on sait aujourd'hui que 96% des émissions de carbone d'une enseigne sont liées aux produits qui sont vendus et donc fabriqués par des fournisseurs, qu'ils soient des fournisseurs de marques nationales ou des fournisseurs de marques distributeurs. Donc LESS, c'est vraiment pour organiser cette coopération, pour mieux quantifier les émissions de carbone des produits qui sont vendus sur les points de vente et aussi mieux connaître les trajectoires, permettre aussi de connaître les engagements de nos fournisseurs ou les inviter à prendre des engagements de décarbonation. Merci beaucoup, Christine. On aura quelques questions pour approfondir un petit peu, mais déjà, est-ce que Mathilde, tu peux nous dire un petit peu plus aujourd'hui quel est ton rôle au sein de la Ligue de football professionnel et quelle est la démarche justement que vous avez engagée sur la décarbonation, comment avec quelle collaboration aussi au sein des clubs membres de la LFP?
Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être venus nous écouter aujourd'hui. Moi je suis Mathilde Chamac, je suis en charge du pilotage de la politique environnementale, donc de la Ligue de football professionnel. La Ligue de football professionnel, c'est la ligue qui organise et développe d'un point de vue économique la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc ça veut dire que mon travail, c'est d'accompagner les 36 clubs dans leur transition écologique. Pour ça, beaucoup de travail évidemment, et beaucoup de travail collectif. Nous, on travaille un peu toujours de la même façon finalement avec les clubs, que ce soit sur les sujets environnementaux, donc qui sont plutôt les miens, mais aussi sur les sujets sociétaux, qui ne sont donc pas les miens. 3 grandes étapes, si vous voulez. D'abord, la mesure, parce qu'on a absolument besoin de mesurer pour structurer derrière les actions à mettre en place. Donc une mesure pour pouvoir encadrer un peu la démarche des clubs. Une fois qu'on s'est mis d'accord finalement sur nos priorités, on va venir inciter les clubs de façon très spécifique grâce à un outil dont je vous parlerai sans doute après, je crois, dans les questions, la licence club, pour celles et ceux qui seraient familiers avec la démarche. Donc on mesure, on a choisi nos enjeux prioritaires, on incite les clubs et ensuite on vient évidemment les accompagner, parce que c'est pas le tout que de leur dire de là où est-ce qu'ils doivent aller. En revanche, comment est-ce qu'on cherche à les accompagner? On va faire nous de l'animation de réseau. Donc on a 36 clubs en Ligue 1 et en Ligue 2, on va avoir un interlocuteur ou une interlocutrice, souvent des interlocutrices par club, uniquement sur ce sujet de la RSE. Parfois c'est leur métier, parfois c'est leur 2e ou 3e casquette dans le club, donc d'où l'intérêt de l'animation de réseau, de la formation, de la sensibilisation, mais aussi et surtout, et c'est surtout de ça dont on va se parler, des outils qu'on est capable de mettre à disposition des clubs sur ces sujets-là. Merci beaucoup Mathilde. Julie, tu vas nous parler un petit peu de la démarche au sein de la presse. Et ce qui est intéressant, peut-être avant que je te passe la parole, c'est que tu n'as pas la casquette ligue, fédération, syndicat ou alliance, voilà, les différents noms qu'on peut avoir. Mais voilà, tu es très impliqué dans la démarche sectorielle de la presse. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Julie Quintard, je suis responsable engagement et développement durable pour le groupe SIPA Ouest-France. Donc, groupe média, vous connaissez sûrement le quotidien Ouest-France qui est un des titres effectivement de ce groupe. Juste pour vous en dire un peu rapidement sur le groupe, c'est 4000 collaborateurs, 1200 journalistes, 3 plateformes numériques d'information que vous connaissez sûrement, ouestfrance.fr, actu.fr, 20minutes.fr. Et ces 3 plateformes nous placent en fait comme la première, en tout cas le premier groupe média d'information sur ces 3 plateformes réunies. C'est plus d'1,1 milliard de pages vues par mois. La singularité qu'on a chez nous, donc en fait nous sommes gouvernés par une association de loi 1901. C'est assez méconnu et c'est assez singulier dans le monde de la presse. En général, les actionnaires peuvent être différents. Voilà, nous, c'est une association qui nous gouverne. Donc c'est vrai que de par effectivement cette gouvernance singulière, depuis 1990, on a effectivement un rapport un petit peu inhérent en fait avec la RSE. Mais j'ai envie de dire, comme toute la presse et tous les médias, puisque là, on a vraiment un double rôle en tant qu'entreprise, sur la décarbonation, maîtriser l'impact de nos activités sur l'environnement, mais aussi en tant que média, faire connaître, faire comprendre les enjeux de cette crise climatique, les solutions qui existent, comment les mettre en œuvre, ce qui est déjà fait sur le territoire, etc. Et donc ça, c'est un petit peu différent. Donc moi, effectivement, j'ai une casquette différente, puisque pour le coup, je suis partie prenante et je suis pas une fédération, une ligue qui fédère. Par contre, je fais partie de différents groupes de travail, notamment 366, donc qui est notre régie nationale. Vous savez les pubs qu'il y a dans les différents journaux, qui en fait nous a rassemblé ce qu'on appelle la PQR, donc la presse quotidienne régionale. Donc j'ai des homologues ici, par exemple Centre France. Alors pour vous parler un peu plus, par exemple c'est des titres comme Ouest France, comme l'Est républicain, La Voix du Nord, La Dépêche du Midi, etc. C'est tous ces titres en fait qui sont en région. Et donc l'ensemble de la PQR, on s'est lancé ensemble dans une trajectoire carbone commune. Parce qu'en fait, la première chose, et tu l'as très bien dit, c'est qu'on a besoin de mesurer. Pour pouvoir transformer, il faut d'abord mesurer. Et l'idée, c'est qu'on en parlera peut-être un petit peu plus après, c'est qu'on a uniformisé en fait la façon de calculer nos bilans carbone avec Samy pour en fait avoir une trajectoire commune de décarbonation. Et au-delà de ça, en fait, c'est pas que la PQR, donc presse quotidienne régionale, qui se bouge, mais c'est l'ensemble du secteur puisque la presse s'engage beaucoup. Il y a 4 ans, on a créé un groupe de travail avec l'ensemble de la PQN, donc presse quotidienne nationale, Les Échos, Le Parisien, Libération,
Libération, voilà, tous les titres nationaux que vous pouvez connaître, et la PHR, presse hebdomadaire régionale. En gros, l'ensemble de la presse, on s'est bougé ensemble pour se dire qu'il y avait des choses à faire, que bien entendu, la décarbonation, elle ne peut être que collective. Et donc aujourd'hui, on se réunit tous les 3 mois pour réfléchir, pour partager les bonnes pratiques et pour se donner des bonnes idées, parce que les bonnes idées des uns et ce qui fait chez les uns et chez les autres un effet de réplicabilité forte. Merci beaucoup. Ça nous amène beaucoup de questions et on prendra des questions de la salle aussi. On est au moins 10 minutes si tout se passe bien. Peut-être une première question, Christine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur concrètement l'enjeu finalement identifié dans le programme LESS, c'est la donnée. Concrètement, pourquoi cet enjeu a été priorisé dans la démarche de décarbonation ? Quelles sont aujourd'hui un petit peu les difficultés que vous rencontrez et où est-ce que vous en êtes finalement dans cette démarche du programme LESS ? Merci. Oui. Donc effectivement, l'enjeu, c'est évidemment la donnée, mais je pense que ça doit être, je présume, commun à tous nos 3 secteurs et à probablement tous les secteurs économiques. Et donc en fait, un des enjeux l'enjeu majeur pour nous dans l'initiative LESS aujourd'hui, c'est de collecter la donnée. Je le disais, 96% des émissions de carbone des enseignes viennent des fournisseurs. Et donc comment toute l'essence même de LESS, c'est de pouvoir collecter sa donnée de la manière la plus simple possible pour nous, les enseignes, mais bien sûr aussi pour les fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, les fournisseurs sont sollicités. Donc vous connaissez toutes les grandes marques nationales que vous retrouvez dans un hypermarché. Toutes ces marques, toutes ces entreprises fournissent à plusieurs distributeurs et aujourd'hui reçoivent des demandes de données sur des formats très disparates, des tableurs Excel pour l'un, une plateforme digitale pour l'autre, avec des données pas tout à fait les mêmes. Donc tout l'enjeu de LESS est de pouvoir homogénéiser pour simplifier ce transfert de données entre des industriels, des fournisseurs et des enseignes. Et donc on a donc avec la FCD, on a mis en place un process assez rigoureux pour trouver l'outil qui conviendrait le mieux pour permettre aux enseignes de collecter la donnée et aux fournisseurs de la déposer. Donc on a fait un appel à manifestation d'intérêt pour essayer de trouver le bon outil. On a reçu 17 candidatures qu'on a analysées, d'ailleurs avec l'aide d'un cabinet qui s'appelle Cantis, qui est un expert sur les sujets de décarbonation. Et à l'issue de ce travail rigoureux qu'on a aussi voulu et dû faire dans le strict respect du droit de la concurrence, puisqu'en tant que fédération, on est aussi très vigilant sur le respect du droit européen de la concurrence, on a abouti à un choix qui est la plateforme Open Climat, qui va en fait progressivement devenir la plateforme de collecte des données des enseignes, des données CO2. Donc aujourd'hui, on a 9 enseignes qui se sont déjà engagées, qui sont en cours de finalisation de contractualisation avec Open Climat, pour ne pas les citer, Casino, Les Mousquetaires, Carrefour, Lidl, Leclerc, U, Métro et Lagardère Travel Retail, je crois que j'ai le compte. Mais d'autres enseignes aussi de notre fédération sont en train de réfléchir pour basculer sur cet outil, en fait, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Il y avait d'autres, dans la question, il y avait plusieurs questions, mais je ne suis pas sûre d'avoir répondu à tout. Je pense que si, on a un bon condensé. Merci beaucoup, Mathilde. Donc on voit là, le sujet dans la grande distribution, c'est celui de la mise en commun de la donnée. Donc Saint-Michel demain n'enverra peut-être sa donnée que sur une plateforme chez Carrefour, chez Leclerc, et donc c'est évidemment très intéressant cette centralisation de la donnée. Mathilde, dans l'approche adoptée par le football pour la décarbonation, il y a eu ce sujet de la centralisation, harmonisation plutôt de la méthode. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez construit et co-construit et pareil, où est-ce que vous en êtes un petit peu dans ce déploiement ?
De notre côté, avec Samy, on a construit un protocole méthodologique pour la réalisation du bilan carbone d'un club de football professionnel. Je dis tout ce détail-là pour vous donner à quel point, pour vous indiquer à quel point est-ce que c'était spécifique comme travail. On l'a fait avec Samy, on l'a fait aussi avec un groupe de travail de club, donc quelques référents RSE, pilotes sur le sujet qui nous ont évidemment aidés. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, notre première brique finalement dans la façon dont on travaille, c'est la mesure. Et on en était arrivé à un moment où on n'avait pas fait les choses exactement dans le bon ordre. On avait d'abord incité les clubs à réaliser leur bilan carbone avant de leur donner une méthodologie. Résultat des courses, sur 36 clubs, j'ai 25 clubs qui avaient fait un bilan carbone, chacun à sa façon, en choisissant ses facteurs d'émission, en choisissant son scope temporel, son scope de poste. Donc c'est super pour eux, en ce sens que ça leur fait un premier point de départ, c'est pas du tout un travail à jeter, donc c'est superbe. En revanche, à mon niveau centralisé, je ne suis pas capable de vous donner l'empreinte carbone de la Ligue 1, parce que je ne peux pas faire d'agrégat de cette data-là. Donc notre premier objectif avec cette méthodologie-là, c'était d'harmoniser et de fiabiliser la donnée, de façon, encore une fois, très spécifique. Deuxième chose, c'était de rendre les clubs autonomes. Je vous l'ai dit, nos référents RSE, parfois c'est leur métier, parfois ils sont 1, parfois ils sont 2, quand ils ont vraiment beaucoup de chance, ils sont franchement pas nombreux. Très souvent, c'est pas du tout leur métier. Donc j'avais aussi besoin de les faire un peu monter en compétence sur ce sujet-là. Et c'est pour ça, notamment, que dans le protocole, on a détaillé pas mal de choses, notamment, donc c'est pour ça qu'il est très spécifique. Donc les postes, les catégories ne vont correspondre qu'à l'activité véritablement d'un club de football professionnel. C'est pour ça aussi que dedans, on indique évidemment la liste des données à aller collecter et auprès de qui. De façon générale, ça peut évidemment changer en fonction des clubs, et que derrière, on a formé l'ensemble des référents RSE à cette méthodologie spécifique. C'est vraiment important d'avoir eu ce protocole particulier, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas du tout la même chose que d'aller former 36 référents RSE sur la réalisation d'un bilan carbone, c'est très large, que de les former sur une seule et unique méthodologie. On en revient déjà à des horaires un peu plus possibles, réalistes dans la formation qu'on peut leur accorder. Peut-être ça, et je me souviens qu'on s'était parlé aussi d'un deuxième sujet dans ce protocole-là. Encore une fois, 36 clubs répartis sur l'ensemble du territoire national, des compétences différentes, aussi un accès à l'information qui est très différent. On a des postes sur lesquels il est très compliqué pour les clubs de reporter, notamment parce que la majorité d'entre eux ne sont pas propriétaires de leur stade. Donc ça veut dire que pour aller collecter la donnée, si ce sont les exploitants uniques, la donnée de consommation d'électricité par exemple, ils peuvent potentiellement se débrouiller avec la collectivité territoriale pour obtenir la data. S'ils exploitent le stade 3 jours toutes les 2 semaines, donc entre eux, le club de rugby, le concert qui s'est passé dans le stade, c'est très compliqué. Donc on avait besoin d'avoir des différents niveaux de granularité. Aujourd'hui, on a 3 niveaux de précision, élevé, modéré, faible. Et pour chacun d'entre eux, on donne les données à aller collecter et, si besoin, les hypothèses pour faire des extrapolations. Pour qu'encore une fois, tous les clubs soient en capacité de réaliser leur bilan carbone, quel que soit leur niveau de maturité, leur niveau d'accès à la donnée, mais surtout de la même façon, pour que même ceux qui l'ont fait au niveau faible de précision, je puisse quand même faire un agrégat de données avec ceux qui l'ont fait à un niveau élevé. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. J'ajoute peut-être juste un petit point aussi qui est quelque chose qu'on a voulu conjointement faire, qui était de rendre ce protocole méthodologique open source pour que finalement un maximum d'autres secteurs, dans le sport notamment, mais potentiellement au-delà, puissent se l'approprier et puissent finalement aussi parler un même langage d'un point de vue méthodologique pour que finalement sport par sport, mais potentiellement aussi dans d'autres secteurs, avoir vraiment cette harmonisation méthodologique qui derrière fait que c'est pas juste harmoniser pour mieux mesurer et c'est pour avoir un beau chiffre, mais pour aussi finalement plus facilement mettre en place les bonnes actions, avoir les discussions sur la partie décarbonation, levier de décarbonation, dont on va parler juste après, qui soit aussi finalement plus simple à avoir parce que on parle tous d'un même point de départ sur la mesure. Julie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les démarches nombreuses qui ont été initiées au sein de la presse et peut-être le projet justement PQR Climat 2030. Voilà, quels sont un petit peu les objectifs de ce programme, où est-ce que vous en êtes et quelles sont un peu les prochaines étapes?
Alors déjà, effectivement, on l'a dit sans se le dire, mais en fait, ça ne peut être que collaboratif, tous ces projets-là. Donc au départ, en fait, on était plusieurs titres de presse, éditeurs, à avoir fait des bilans carbone. Et puis dans la commission dont je vous ai parlé, cette fameuse réunion qu'on fait tous les 3 mois avec l'ensemble de la presse, donc il y a 4 ans aujourd'hui, et notre idée, donc adossée à l'Alliance de la presse d'information générale, qui est notre syndicat, avec qui on organise ces réunions, c'était vraiment d'aider, en fait, peu importe la maturité RSE en fait des éditeurs, d'avancer. Et déjà, le premier pas dans la décarbonation, c'était de faire un bilan carbone. Parce que tout le monde n'en faisait pas forcément. Et donc, je parle de ça il y a 4 ans. Donc, voilà, on a commencé ensemble avec Samy. On était quelques groupes de presse à l'époque à commencer. Et puis en fait, on s'est rendu compte que, vous avez vu, je vous ai parlé un peu de jargon tout à l'heure, on a un peu de jargon quand même, des spécificités chez nous, comme dans tout secteur, bien sûr. On parle de distribution, on parle de fret, on parle de portage à domicile, tout ça. Bon, quand on n'est pas du secteur, on voit pas forcément de quoi il s'agit. Et c'est vrai que Samy, au fur et à mesure, a fait des bilans carbone de l'ensemble de la presse, et en fait a eu une vraie expertise là-dedans. Et donc on s'est posé la question de se dire, c'est bien, mais aujourd'hui il faudrait peut-être qu'effectivement, pareil, on puisse se comparer les uns les autres. Alors déjà, de le faire avec le même outil et le même partenaire, on se dit, dans tous les cas, les calculs sont les mêmes, parce que bien sûr, on a des données fournisseurs, donc vous imaginez bien. Par exemple, on achète du papier chez des papetiers. On a un dernier papetier, d'ailleurs, français, qui est dans l'est de la France, qui s'appelle Norske Skog, et on est plusieurs à l'utiliser. Et bien, en fait, le fait de récupérer le facteur d'émission de ce papier-là, un groupe Le Presse le fait, en fait, ça sert pour tous les autres bilans carbone de tous les autres groupes de presse. Donc, en fait, on s'aide beaucoup aussi là-dessus. Et donc, on s'est dit, une fois cet état des lieux fait, maintenant qu'on a fait l'état des lieux et le diagnostic, c'est quelle est la vision ? Où est-ce qu'on veut aller ? On s'est rendu compte en 2022, en faisant l'état des lieux de l'ensemble de la presse quotidienne régionale, qu'en fait, c'était 300 000 tonnes d'équivalent CO2 pour l'ensemble de la presse. Bon, voilà, le constat, il est là. On ne va pas arrêter d'imprimer des journaux, on ne va pas arrêter de donner de l'information. Par contre, il y a des actions qui peuvent être mises en place. Et ce que j'adore, effectivement, dans la RSE, c'est cette notion de coopération. Et comme je vous disais, les échanges de bonnes pratiques, eh bien, des fois, on a des idées à droite à gauche qu'on met en place chez nous, avec plus ou moins de difficultés, et il y a quelqu'un d'autre qui va dire ça, ton projet, ça m'intéresse, tu peux m'en parler ? Ok, je vais mettre en relation mon directeur industriel et le tien, puis comme ça, ils vont se parler, et puis peut-être que tu arriveras à le mettre en place chez toi. Et ce projet PQR Climat 2030, c'est ça, c'est de se dire comment aujourd'hui on arrive à avoir une vision commune. Il faut savoir que le secteur de la presse, effectivement, n'est pas forcément connu. On doit répondre aussi au ministère de la Culture, etc. Enfin, leur montrer que nous aussi, on se bouge, en fait, et qu'on fait plein de choses là-dessus, et notamment sur le climat. Et donc, de montrer qu'on a cette vision commune. On s'est défini une trajectoire, donc à horizon 2030. Et donc, aujourd'hui, on est dans des plans d'action. On est dans des échanges aussi, toujours sur des sujets. Et puis, avec des engagements, en se disant, OK, moi, par exemple, sur la distribution, j'ai réussi à plus baisser cette année. Toi, tu es à côté, tu es mon confrère sur le territoire dans le Nord, tu n'as pas réussi à le baisser, t'inquiète pas, parce que la somme de nous fait qu'on arrive quand même à atteindre les objectifs. Et ça, je trouve que c'est extrêmement ambitieux aussi d'avoir cette trajectoire, parce qu'on en a tous des trajectoires chez nous, dans nos entreprises. C'est déjà pas facile de les tenir, mais alors de les tenir au niveau collectif, je peux vous dire que ça met quand même un certain engagement encore plus, mais par contre on le fait ensemble. Et c'est là, en fait, où je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Et d'ailleurs, ce projet-là, on en est très fiers, a reçu un prix, le prix Or. Alors, c'est un peu compliqué, donc je l'avais pas retenu, mais le prix Or Impact du Grand Prix des médias de CB News. Donc voilà, ça nous a permis de mettre en avant aussi toute cette démarche qui est faite. Et comme on va pas en rester là, parce qu'autrement, ça n'aurait pas de sens, et ce qu'on a fait avec l'ensemble de la PQR, avec le deuxième groupe de travail, c'est de se dire, OK, la PQN... Alors, c'est vrai que pour la PQR, on a été un peu ambitieux, on a pris une 40aine d'indicateurs. Vous allez me dire, déjà, 10 indicateurs à suivre, c'est pas toujours évident, alors une 40aine. Mais on trouvait que c'était intéressant quand même, et on a Samy qui est là pour agréger toutes ces données-là, parce que l'idée, pareil, de la data, c'était pas de refaire des choses ou d'avoir de nouveaux indicateurs. Ah non, c'est les mêmes qui vont nous servir, qu'on fasse du reporting chez nous, pour nos OTI, nos organismes tiers indépendants qui nous auditent, pour les banques, pour tout le monde. Et donc la PQN, c'est aussi de se dire, OK, on va prendre ces mêmes indicateurs. Alors on va pas en prendre 50 parce que c'est un peu compliqué, mais il y en a peut-être 10 sur la partie carbone. Et avec la PQN, on est en train de mettre en place aussi des indicateurs sur la partie sociale, sociétale, etc. Mais en tout cas, ces indicateurs carbone, on prend les mêmes.
Merci beaucoup Julie, et j'ajoute un point qui est très intéressant dans l'exemple de la presse, c'est que finalement voilà, il y a des sous-secteurs, donc ça peut commencer par un sous-secteur et puis petit à petit se généraliser au secteur, et puis finalement le mouvement il peut partir de la fédération elle-même, de certains membres très actifs avec beaucoup d'énergie qui vont vouloir faire remonter le sujet au sein de l'ensemble du secteur, voire d'acteurs qui sont ni des membres ni finalement des fédérations comme 366 qui est donc la régie de la presse, donc finalement des acteurs un petit peu qui sont par nature assez fédérateurs d'un secteur mais qui n'ont pas le rôle de fédération institutionnelle. Donc voilà, je trouve que ça permet aussi d'un petit peu ouvrir les chakras de comment on peut finalement dans un secteur entamer une démarche de décarbonation. C'est pas forcément de haut en bas ou de bas en haut. Il y a différents leviers d'accélération. Peut-être une question maintenant pour toutes les trois. On a beaucoup parlé de effectivement mise en commun de la méthode de la donnée, donc beaucoup sur le volet mesure. On a commencé à parler un petit peu de KPI, plutôt justement sur la partie réduction. Donc le volet finalement qui est le plus important dans la décarbonation. C'est évidemment très important d'avoir des bilans carbone unifiés, de pouvoir faire un reporting consolidé au niveau d'un secteur, mais on a besoin de leviers pour décarboner. Peut-être d'abord, pour rebondir sur l'exemple de la presse, Julie, quels sont un petit peu justement ces objectifs fixés au niveau de la presse, et quels sont les leviers que vous allez un petit peu actionner, et quelques exemples dans les KPI en question. Alors on a des choses un peu spécifiques, hein, comme on a des intensités carbone par produit, vous imaginez bien, nous on a des intensités carbone par exemplaire, par exemple, c'est une donnée qu'on suit, des intensités carbone aussi par page consultée, puisqu'au-delà du papier qu'on imprime, on a aussi nos plateformes, hein, donc j'ai rapidement parlé tout à l'heure. Bien sûr aussi de la part des matières premières. Vous imaginez que chez nous, en fait, nos deux plus gros postes, en tout cas au niveau de la PQR, puisqu'en fait, nous, on a des sites industriels, c'est-à-dire qu'on imprime directement chez nous. Donc on a, vous voyez, une imprimante, en fait, ce qu'on appelle une rotative, c'est un immeuble de 2 étages. Donc ça, on a ça chez nous. Donc nous sommes des sites industriels. Donc forcément, on a toute la partie industrie avec les matières premières qui prennent beaucoup de carbone, et notamment le papier, hein, c'est 86,5% de 25% du bilan carbone, donc c'est quand même très important et impactant. Et puis on a toute la partie distribution, puisqu'en fait, une fois qu'on a imprimé les journaux chez nous, bah c'est super, mais comment on les diffuse ? On les diffuse jusqu'à nos lecteurs, et par quel biais ? Par exemple, nous, on a un maillage territorial très fort qui permet de pouvoir amener dans la boîte aux lettres de l'abonné avant 7h30, c'est la promesse qu'on fait, le journal, pour que quand il se lève, voilà, le lecteur puisse avoir son journal dans sa boîte aux lettres. Et par exemple, donc voilà le type d'indicateur qu'on regarde plus précisément. Et puis nous, on a lancé un projet. Je peux en parler à ce moment-là, peut-être Tanguy, qui s'appelle un projet de récupération des journaux auprès des abonnés. C'est-à-dire que vous imaginez, chaque matin, il y a un porteur de presse avant 7h30, donc entre 3h et 7h30 du matin, qui, dans sa voiture, des hommes et des femmes un peu de l'ombre, hein, il faut savoir que c'est souvent des deuxièmes travail ou des retraités qui se font un peu un complément de salaire, qui, avec leur voiture, en fait, livrent les journaux dans les boîtes aux lettres des abonnés. Et puis, on s'est dit, OK, c'est tant de journaux, c'est plus de 600 000 journaux qui sont livrés chaque jour. On livre d'ailleurs, avec notre réseau de distribution au fin fond des campagnes, on livre d'autres titres. On livre Le Monde, par exemple. On livre des magazines type Marie-Claire, etc. et d'autres titres divers et variés. Et on s'est dit, ces journaux, en fait, quand ils sont dans la boîte aux lettres de l'abonné, OK, donc l'abonné en a un quotidien, donc ça fait 7 autant dans la poubelle, c'est dommage, cette matière, on pourrait la récupérer. Donc le porteur de presse, quand il livre le journal le matin, il récupère les journaux déjà lus de la semaine d'avant. Ça fait le circuit de logistique inversé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de kilomètres supplémentaires qui sont faits. Ces journaux, du coup, ils reviennent au site d'impression. Et de ces sites d'impression, finalement, on a une matière qui est non souillée, puisque non mélangée. Dans la poubelle jaune, c'est super, ils sont recyclés, mais ils sont mélangés avec d'autres matières. Alors que là, ils reviennent sur nos sites, et en fait, on les recycle soit pour refaire de la pâte à papier, et donc j'ai envie de vous dire la boucle est bouclée, parce qu'on utilise du papier pour faire des journaux, soit dans ce qu'on appelle de la ouate de cellulose, qui est de l'isolant écologique pour des maisons. Et ça, par exemple, ce projet-là, donc on l'a commencé en 2021, il
court jusqu'en 2027, donc vous voyez bien que c'est du long cours. Là, on parle de 5000 tonnes de journaux par an, 33,7 millions de journaux. Enfin voilà, c'est vraiment un projet qui est un peu colossal. Nous, on se dit qu'on a le circuit de distribution le plus complexe de la presse française. Donc, si nous, on arrive à le faire, on se dit potentiellement d'autres personnes sur le territoire, je vois mes homologues qui acquiescent, mais d'autres groupes de presse sur le territoire peuvent aussi le faire. Ce qui n'est pas le cas de la PQN. La PQN, en fait, c'est encore différent. Mais quand on est la Voix du Nord, l'Est républicain, comme je disais, la Dépêche, etc., on est aussi sur les territoires et on a ce même modèle-là, industriel et distribution. Et donc, de ce projet-là, eh bien, on a d'autres confrères qui s'en sont emparés et qui l'ont mis en place chez eux. Et ça, c'est intéressant parce que c'est moins de 100 tonnes aujourd'hui, on est quand même encore au milieu du guet du projet, par an de CO2. Et donc là, c'est comment on arrive en fait avec un projet à le partager et finalement à faire des petits ailleurs. Merci beaucoup, exemple très, très concret et très parlant. Peut-être Christine, au sein de la grande distribution, que ce soit peut-être la next step du programme LESS ou d'autres initiatives, je pense aux meubles frigorigènes dont on avait parlé. Quelles sont justement la partie solution, décarbonation qui est mise en commun? Alors moi je précise un point, c'est que je pense que contrairement à vos deux initiatives, c'est que nous on n'a pas mis en place, en tout cas pas pour le moment, un standard, une méthodologie de calcul de la donnée. Aujourd'hui, l'initiative LESS, c'est de permettre le transfert de la donnée existante chez les fournisseurs auprès des distributeurs. Et on a, on parlait de collaboration donc avec la FCD, donc l'autre fédération du commerce, mais on a aussi collaboré avec les fédérations des industriels, des fournisseurs, puisqu'au tout début de notre initiative, on est allé leur demander de quelles données ces entreprises disposaient aujourd'hui. Évidemment, nous, la cible, côté distributeur, c'est d'avoir une donnée fine au produit, peut-être comparable. Donc là, ça va challenger la question de la méthodologie de calcul, mais on n'en est pas là. Et on n'en est pas là aussi parce que les fournisseurs aujourd'hui, les industriels, n'ont pas cette donnée fine au produit. On s'est rendu compte en discutant avec ces fédérations et certains de leurs adhérents que les infos dont ils disposaient dans la plupart des cas, voire dans les meilleurs des cas, parce que cette info n'est même pas toujours disponible, c'est le bilan carbone à l'échelle de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous, on a vraiment voulu, l'état d'esprit dans lequel on était quand on a démarré cette initiative, c'était d'aller vite pour vite enclencher une dynamique sectorielle. Et donc, on s'est vite rendu compte que si on attendait d'avoir la super méthodologie comparable aux produits, on en avait encore pour quelques années et que pendant ce temps-là, on n'avançait peut-être pas autant qu'on l'aimerait. Et donc, on a défini finalement le plus petit dénominateur commun à tous ces acteurs pour aboutir à un transfert de données à l'entreprise, à l'échelle de l'entreprise. Mais voilà, le travail collaboratif va continuer pour, on l'espère, dans les années qui viennent, je crois que ça va se compter en années, on puisse arriver à une maille de plus en plus fine. Et effectivement, on a, tu cites l'exemple des meubles frigorifiques, donc les meubles froids dans lesquels vous trouvez vos yaourts ou votre fromage. Pour les plus anciens d'entre nous dans la salle, vous vous souvenez peut-être qu'il y a 15, 20 ans, les meubles étaient ouverts, il n'y avait pas de porte. Donc vous imaginez à la maison, si vous laissez votre frigo ouvert, la consommation d'énergie que vous allez voir augmenter sur votre facture. Et bien là, c'était un exemple aussi de démarche, effectivement, qu'on a eu il y a une petite vingtaine d'années maintenant, où en fait, on s'est mis tous autour de la table, donc tous les distributeurs, puisqu'ils avaient tous les meubles froids ouverts, les fabricants aussi. Je parlais tout à l'heure de 270 entreprises qui sont adhérentes de Périfem. On a aussi les fabricants de meubles froids qui sont adhérents de Périfem. Donc on s'est mis tous autour de la table et on a décidé à un instant en commun, tous ensemble, au même moment, de fermer les portes. Et on s'est donné 2 ans pour trouver les solutions techniques pour fermer les portes de ces meubles froids. Aujourd'hui, il y a une grande majorité des meubles froids en France qui sont fermés et ça a dépassé les frontières de la France, puisqu'aujourd'hui, si vous voyagez un peu partout dans le monde, vous verrez que la plupart des meubles sont fermés. Donc c'était une initiative française à l'origine qui a abouti à ça. Donc on est convaincu qu'il y a des sujets comme ça qui ne peuvent se faire que dans la collaboration. Et on est aussi convaincu, de par la spécificité de notre secteur, que l'internationalisation des démarches, elle
elle est possible. On l'a vu avec les meubles froids. On est assez convaincu qu'avec l'Est, ce sera la même chose, puisque finalement, qu'on délivre Carrefour en France, Tesco en Angleterre ou Walmart aux USA, il y a quand même un tronc commun de fournisseurs, de fabricants qui sont les mêmes. Et donc, on commence déjà à travailler à l'internationalisation de cette démarche. On travaille avec des organismes comme le CGF, par exemple, le Consumer Goods Forum, qui réunit des acteurs mondiaux de la distribution et de l'agroalimentaire d'une manière générale. L'idée étant d'être un peu pionnier en France dans la démarche et de pouvoir aller la dupliquer à l'international, puisqu'on sait très bien que nos homologues étrangers ont exactement la même problématique que nous en France. Merci beaucoup Christine, et peut-être Mathilde, sur la partie action de décarbonation, est-ce que vous avez mis en commun des choses aujourd'hui dans le secteur ? Oui, effectivement. Alors, je ne vous parlerai pas de tout ce qui existe en matière de décarbonation. Notre sujet principal, mais je pense que vous en doutez, ce sont les mobilités, et notamment les mobilités. Alors, tout le monde va penser aux mobilités des équipes sportives, oui, pas que. La mobilité, notamment des spectateurs. On a un vrai sujet aujourd'hui. Il faut voir que sur l'empreinte carbone d'un match, on va avoir 63% de cette empreinte qui va être liée au déplacement uniquement des supporters. Pourquoi ? Parce que sur une saison, en moyenne, il faut vous dire qu'il y a environ plus ou moins 11 millions de personnes qui vont se déplacer dans les stades, et à 80% en voiture. Donc c'est notre grand sujet. C'est pour revenir quand même sur le sujet des équipes sportives. Là, on est plutôt autour de 10% de l'empreinte carbone d'un match. Donc c'est aussi un sujet qu'on vient traiter. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, dans notre démarche de mesurer, inciter, accompagner, une fois qu'on a mesuré ça et qu'on s'est rendu compte du poids carbone des mobilités, on a cherché à inciter les clubs à mettre des actions spécifiques en place en la matière. Donc via notre fameuse licence club. Un mot très rapide, la licence club, c'est quoi ? C'est une forme de label que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 doivent obtenir pour toucher la part fixe des droits télé. Donc si certaines personnes ont suivi un peu l'actualité, je pense que vous vous rendez compte de l'importance des droits télé dans le budget des clubs de football professionnels. Donc dans cette licence club-là, on a intégré des critères uniquement dédiés à la RSE, 1000 officiellement. Si on regarde un peu à droite à gauche, c'est un peu dispersé, on est plutôt autour de 2000 points. Mais donc toute une partie sur les mobilités des spectateurs, avoir un parking vélo, se mettre en accord avec la collectivité territoriale pour mieux desservir son stade en transport en commun, avoir aussi des offres couplées, billets de match, tickets de transport en commun. Donc ça, sur la partie spectateur, un système de covoiturage et j'en passe. Mais aussi évidemment sur la partie déplacement des équipes sportives. Là, dans ce cas-là, ça va être sur une liste que la Ligue envoie en chaque début de saison à l'ensemble des clubs, une liste de trajets réalisables en bus ou en train selon certaines contraintes qui sont imposées. Les clubs doivent, en l'occurrence, me démontrer à la fin de la saison qu'ils ont bien réalisé l'ensemble de ces trajets. Donc, je vous dis comment est-ce qu'on mesurait, comment est-ce qu'on incitait, comment est-ce qu'on accompagnait quand même un peu avec cette fameuse liste qu'on leur transfère, avec les discussions aussi qu'on a en ce moment avec la SNCF, évidemment, sur le sujet du train pour les équipes sportives, mais aussi, comme je vous le disais, forcément de l'animation réseau. Aujourd'hui, les référents RSE, on se voit au moins une fois par mois en visio, et on les fait venir 2 fois par an à la Ligue pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, parce qu'on en a certains qui ont des super actions, notamment en matière de mobilité. Vous avez des clubs qui ont développé des circuits de navettes pour toutes les communes alentours pour aller récupérer les spectateurs, pour éviter qu'ils se déplacent en voiture tout seuls. On a aussi des collaborations avec des plateformes, notamment de covoiturage ou autres. Et enfin encore, notre outil pour mieux mesurer et donc mieux rendre compte. Et encore une fois, dès qu'on aura tout ça, pouvoir nous poser des objectifs clairs. Parce que là, je vous parle d'actions un peu qui ont été mises en place avant même qu'on ait des objectifs très clairs et timés. Mais l'objectif, ça va être de pouvoir structurer tout ça de façon très claire, avec notamment la mesure carbone harmonisée. Merci beaucoup à toutes les trois. Il nous reste 5-10 minutes. On va prendre quelques questions dans la salle. Oui, moi je vais faire passer le micro. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'était intéressant de voir comment le collectif peut servir de la fiabilisation de la donnée, etc. Même si effectivement, comme vous l'avez dit, et comme l'avait dit Fabrice Bonifay, aux 20 ans du milieu carbone, on a passé 20 ans à compter
à 80% et 20% à décarboner, il est temps d'inverser la tendance. On a vu quand même sur la décarbonation l'aspect travail sectoriel sur la chaîne de valeur qui est intéressant, avec l'exemple des frigos, les guidelines, etc. Après, pour aller encore plus loin dans la décarbonation, il faut aussi travailler sur la proposition de valeur, sur l'imaginaire finalement que tout ça nourrit. Quand on est dans la presse, la proposition de valeur, enfin une partie du modèle économique, c'est la régie publicitaire. On sait que les médias vivent grandement de l'industrie automobile dans la pub, qui ne vend pas forcément de la sobriété et des petits véhicules. Bon, l'imaginaire des clubs de foot, c'est pas forcément la sobriété heureuse. La grande distribution, voilà. Ma question, c'est quand on est dans une démarche collective, est-ce que le fait d'être dans un même secteur, c'est pas un frein pour aller travailler cette proposition de valeur qui est par essence stratégique? Et est-ce que la limite finalement de l'expérience sectorielle, elle se trouve pas à ce niveau-là? Et est-ce que dans ces cas-là, vous n'auriez pas envie d'aller chercher d'autres collectifs où vous pourriez être complémentaires mais pas concurrents? Je suis désolé, la question était un peu longue. Merci d'avoir posé la question qui gratte dès la première question, mais on est au cœur du sujet, donc vas-y Julie. Je vais être la première à répondre. Donc déjà, merci effectivement de l'avoir posée, même si elle gratte. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Au niveau de nos revenus, la publicité, c'est 30%. Donc, j'ai envie de dire, c'est beaucoup, mais c'est essentiel. Mais c'est 30%. D'ailleurs, on commence à baisser plutôt autour de 27%. Pour répondre au niveau des véhicules, aujourd'hui, nous, on a des chartes. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus toutes les publicités. Et d'ailleurs, on n'a jamais accepté toutes les publicités de par les valeurs portées par l'association qui nous gouverne. Donc, il y a plein de publicités déjà en fait qui partent complètement en fait au tamis là-dessus parce qu'elles ne correspondent pas à ça. Et sur effectivement les concessions, etc. et les gros groupes automobiles, on ne prend aujourd'hui plus que des publicités qui peuvent correspondre à des véhicules électriques ou en tout cas qui auraient un sens dans la décarbonation. Donc ça, c'est ma première partie de réponse. Sur le collectif, est-ce que ça peut nous freiner ou en tout cas, est-ce qu'à des moments, c'est pas compliqué? Je dirais plutôt non. Pourquoi? Parce que on a tous chacun de notre côté quand même une stratégie. Notre stratégie d'entreprise, de groupe, elle est différente. On se retrouve avec d'autres groupes de presse à avoir des valeurs communes, avec d'autres un peu moins. La chance qu'on a, c'est qu'en fait, on n'est pas si concurrent que ça, parce qu'en fait, il y a en fait de la lecture pour tout le monde, et puis en fait, on n'est pas sur les mêmes, alors sur les mêmes territoires parfois si. Par exemple, prenez le Télégramme, voilà, qui sont en Bretagne. Nous, on est Ouest France. Bon, eh ben, on se dit effectivement sur le Finistère, notamment, bon bah voilà, on peut être concurrent. Là où ça devient intéressant, c'est que chaque matin, on voit un porteur de presse de Ouest France qui met les journaux dans les boîtes aux lettres. Et chaque matin, en même temps, ils se croisent, les mythes, ils se tapent dans la main, un porteur de presse du Télégramme qui met dans la boîte aux lettres. Donc là, on se dit, bah forcément, ça n'a pas de sens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va prendre qu'un porteur, puis il va livrer, et le Télégramme est Ouest France. En l'occurrence, dans le Finistère, le Télégramme est plus implanté. Donc, c'est un porteur du Télégramme qui livre les journaux Ouest France dans la boîte aux lettres de l'abonné. Par contre, dans le Morbihan, il y a aussi pas mal de Télégrammes, mais là, nous, on est plus implantés. Et ben là, on échange, et c'est nous qui livrons le Télégramme. Donc, voilà, en tout cas, il y a de la mutualisation, c'est ça que je veux dire. Et alors, pour répondre, si des fois le secteur, moi, je trouve... C'est pas que ça suffit pas, mais comme t'en parlais Mathilde, ce qui est intéressant, c'est aussi auprès de la collectivité. C'est-à-dire qu'on est sur des territoires, tu disais, bah voilà, il y a peut-être avec la collectivité des accords pour des transports, etc. Nous, on a eu un projet comme ça. Je me suis dit, ce serait super, le papier, vous l'avez compris, grosse partie de notre bilan carbone, bah ça serait génial si les bobines pouvaient venir en train. Bon. Une fois cette idée-là, je me suis dit, ok, bah, comment je fais pour combler un train? Bah, je peux mettre quelques wagons avec mes bobines, mais je fais quand même pas un train toute seule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon bâton de pèlerin, puis je me suis dit, ok, bon, bah, il y a qui comme grosse entreprise à côté de chez moi? Il y a Olga, donc toutes les marques Soja Sun, Vrai, tout ça que vous devez connaître. Le groupe s'appelle Olga. Je dis, bah, dis donc, tu veux pas mettre quelques matières premières dans un train avec moi? Bon, bien sûr, ils me disent, t'es gentil, mais ça marche pas comme ça. Bon, en tout cas, c'était pas possible. Après, je me dis, bien, tiens, il y a le groupe Rocher, il y a Yves Rocher à côté de chez moi.
Pareil, je frappe à la porte. Bon, bref, vous avez bien compris que ça, c'était pas du tout une bonne idée et que ça n'a pas fonctionné. Néanmoins, je gardais cette idée en tête. Et puis un jour, j'ai vu Rennes Métropole, puisque le siège est à Rennes. Et là, je dis à un élu de Rennes Métropole, je lui dis, c'est trop dommage quand même, moi j'aimerais livrer mes bobines en train. Et c'est là qu'il me dit, bah oui, mais nous, toutes les papiers, vous savez, dans les poubelles jaunes, après ça arrive chez Paprec, en l'occurrence c'est chez Paprec, chez nous, chez Rennes Métropole, c'est trié, et tous les papiers, et figurez-vous que ça repartait en train chez ce fameux dernier papetier français, Norske Skog, pour en fait redevenir de la pâte à papier. Je dis, bah oui, mais si toi tu mets tes vieux papiers usagés de Rennes Métropole dans un train à l'aller, peut-être au retour il peut prendre mes bobines et puis il me les livre. Aujourd'hui, on a 35% de nos bobines de papier qui sont livrées comme ça. Donc, ce que je veux dire par cet exemple, c'est que au-delà effectivement du secteur, il faut regarder ce côté territorial, ce qui est important de faire. Alors, j'ai l'air un peu bête avec mon bâton de pèlerin à aller toquer chez les uns, chez les autres des grands sièges. Oui, mais avec ça, on a fait un autre projet collectif sur la partie sociale, mais ça, je raconterai une autre fois. Je voulais aussi réagir à la question qui gratte un peu, mais c'est pas très grave en effet. Mais côté grande distribution, moi je représente une fédération, donc j'ai envie de vous dire que c'est une chance d'avoir le collectif et de pouvoir travailler collectivement. Et nous, on est vraiment un lieu finalement d'échange entre pairs, déconnecté des questions de concurrence. On essaie aussi de parler technique, solutions pour un problème ou une question. On parle de décarbonation aujourd'hui, on pourrait parler de réemploi des emballages, on peut parler de plein de choses. Une question qui se pose à toutes les enseignes au même moment, en fait. Donc ces questions communes, finalement, on peut les adresser dans un lieu et faire progresser tout un secteur en même temps. Maintenant, c'est clair, vous sous-entendiez que l'offre était un sujet. Comment on rend compatible l'offre avec un monde contraint aux accords de Paris? Ouais. Alors c'est sûr. Ouais. Et c'est là qu'on a une manière stratégique différente de l'aborder, qui est plus effectivement de comment je me fournis, comment je fais en sorte d'avoir des c'est clair, là vous mettez le doigt, je pense, sur peut-être le sujet le plus complexe et le moins collectif de tous, en fait. En tout cas, je parle pour le secteur de la distribution. C'est-à-dire que aujourd'hui, chaque enseigne a sa stratégie de construction d'offres, d'évolution d'offres. Certains vont pousser le végétal pour limiter la viande de bœuf. D'autres vont plutôt être sur une stratégie de réduction du nombre de références. Bon, chacun va avancer à sa manière, là, pour le coup, je ne pense pas du tout collectivement, sur cette construction, cette évolution de l'offre en magasin. Là, on est sans doute à la limite du collectif, de ce qu'un collectif peut faire, et peut faire aussi d'un point de vue réglementaire, parce que le droit de concurrence ne nous autoriserait absolument pas à discuter de la construction de l'offre. Mais un des points difficiles dans ce sujet, c'est le client. C'est nos clients, c'est vous tous, c'est nous tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, quand il y a des enseignes qui ont réduit déjà beaucoup leur nombre de références, les clients ne sont pas au rendez-vous, ils râlent parce qu'ils ne trouvent pas la bonne marque de café qu'ils avaient l'habitude de trouver. Le végétal, ça progresse, mais il y a encore un gros sujet d'onboarding du consommateur, du citoyen consommateur. Et là, je vais revenir au côté collectif. Je pense que ce ne sera pas à l'échelle des fédés qu'on va y arriver, mais la force collective peut-être avec les pouvoirs publics qui doivent aussi nous aider à faire cette pédagogie-là auprès de nous tous, cette sensibilisation. On va revenir sur un sujet collectif, mais avec une partie prenante haute qui va être pour moi nécessaire, qui sera l'administration, l'État en fait. Je ne sais pas si on a le temps pour... Oui, en plus, il y a une autre question. Sinon, on pourra en discuter après, je réponds. Oui, étonnamment, je ne suis pas sûre que la question gratte tant que ça de mon côté. C'est assez rare dans le foot. Non, on n'a pas, en tout cas, de sujet de compétition à ce niveau-là, de concurrence quelconque entre les clubs sur ces sujets-là. Donc, ça nous permet d'avancer quand même assez facilement. En revanche, sur le sujet du modèle et du business model, le sujet qu'on a aussi, et là où on n'a pas encore vraiment avancé, c'est avec les autres instances, les instances internationales notamment, parce qu'on a un sujet de calendrier. Je vous l'ai dit, nous on gère la Ligue 1 et la Ligue 2, donc on a beau avoir diminué notamment le nombre de clubs, on est passé de 20 clubs en Ligue 2, 20 clubs en Ligue 1 à 18 clubs, donc ça réduit le nombre de matchs, donc on réduit le nombre de déplacements, notamment si on reste sur notre sujet uniquement déplacement, mais on a ça.
Et à côté, on a de plus en plus de matchs à une échelle internationale, européenne ou autre. Ça, ce serait peut-être plus le point grattant où là, il faut qu'on arrive à accorder nos modèles sur ce sujet-là, je pense. Mais entre clubs, en tout cas, on n'a franchement pas trop le sujet aujourd'hui. Et j'ajouterais peut-être un mot pour clôturer, parce qu'on nous dit de finir, mais effectivement, l'approche collective sectorielle, c'est pas l'alpha et l'oméga, je pense que c'était pas l'objet, mais en revanche, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui se combine avec l'approche géographique, avec l'approche peut-être des pouvoirs publics. Et ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que c'est aussi le rôle des prestataires, que je représente ici, de gratter, justement. Et on... Non, c'est pas si grattant que ça, mais c'est vrai que quand on parle de business model, effectivement, c'est toute la question. Voilà, il n'y a pas de SBTI de la presse, donc voilà comment on fait. Et vraiment, est-ce qu'on peut décarboner jusqu'à net zéro en 2050 sur tel secteur? Voilà, donc toutes ces questions vraiment où il faut aller au fond des sujets. Sur le sujet du football, bah oui, on s'est posé ces questions du sponsoring, de l'imaginaire que ça envoie, etc. Et donc effectivement, c'est aussi le rôle des prestataires, mais aussi des pouvoirs publics, d'aller au fond des sujets. On est encore très loin du compte dans tous les secteurs, il faut se le dire, mais en tout cas, les démarches collectives sectorielles sont un bon moyen de s'y coller.